les sciences comme les mathématiques, la médecine, la botanique n'ont jamais existé auparavant, pour la simple raison. Pourquoi? Parce que ces sociétés antiques étaient pataugées dans un bourbier qu'on appelle la mythologie. Ils étaient foncièrement mythologistes. Les légendes, les superstitions, la magie étaient le pain quotidien de ces sociétés. Et on sait très bien que la mythologie, les sciences, les légendes et les superstitions sont antinomiques vis-à-vis de la science. C'est pas possible qu'on peut être mythologiste et en même temps scientifique, ça va pas, c'est contraire, contradictoire. Et donc, parlons de la Grèce parce que c'est notre, disons, c'est notre sujet de notre débat. Étant donné que la Grèce est foncièrement mythologique, toutes les divinités de la Grèce antique, tout le panthéon grec était l'artisan de l'univers. Chaque dieu était responsable d'un élément ou d'un principe naturel. Zeus, par exemple, j'ai fait un petit tableau vite fait. Zeus, par exemple, était dieu suprême et le maître des dieux et des hommes. Prenons un cas concret. Déméter, chez les Romains, elle avait un autre nom qu'on appelle Cérès, était la déesse de la terre et de l'agriculture. Rentrons un peu dans la logique d'un grec. Imaginons qu'un grec a fait une mauvaise culture. Que va-t-il faire? Étant donné qu'il est mythologiste, il va faire des offrandes dans un panthéon à Déméter. Par des offrandes, des incantations pour que la terre soit beaucoup plus productive. Donc il n'aura jamais l'idée d'étudier la plante, l'irrigation pour essayer d'améliorer sa culture. Donc pour lui, il est impensable d'étudier, de sortir du contexte mythologique pour aller vers un système scientifique, quoi, rationnel, qui est débarrassé de tout contexte hasardeux, douteux, ou légendaire, ou superstitieux, ou mythologique. Tous les scientifiques grecs, ils obéissaient tous à ce canon, tout à fait. Tout à fait. Donc, on peut dire que la société gréco-romaine demeura la philosophie des dieux et de leurs mythes. La connaissance de l'univers fut pour les Grecs et les Romains une interprétation intellectuelle uniquement et exclusivement mythologique. Chaque dieu, donc comme je dis tout à l'heure, chaque dieu responsable d'un élément ou phénomène naturel détient une autorité qui explique son pouvoir sur l'homme et sur la nature. Poséidon, c'était le maître de la mer, donc de la pêche, donc tout ce qui est en rapport avec la vie marine. Pourquoi étudier les plantes, le plancton, les poissons, puisqu'on a déjà un dieu qui s'occupe de... Les Grecs, ils ont quand même étudié, non? Ils ont pas laissé, c'est une légende ça aussi, qui nous ont laissé des travaux quand même sur sur l'étude justement, j'ai envie de dire des mathématiques par exemple. Donc ce phénomène, en fait, ce problème, en fait c'est un problème parce qu'en réalité ils n'ont strictement rien laissé, quoi. Justement, sur quel support ont-ils laissé un quelconque ouvrage? On pourra tout à l'heure parler un peu sur ça, mais j'aimerais bien reprendre un peu certains écrivains qui ont travaillé, des hellénistes qui ont travaillé justement sur la Grèce antique. Parce que le problème avec la Grèce, il ne suffit pas de nous dire, bon, Pythagore, Thalès a écrit, a inventé la géométrie, voilà, le théorème d'Archimède, de Pythagore ou de Thalès, quoi. Ce que j'ai fait, bon, c'est ce qu'on a appris à l'école, à l'université, etc. Ce qui m'a je trouvais un peu bizarre, que justement, ils ont trop fait, ces Grecs. Ils ont trop créé, quoi. Et qu'ont-ils laissé entre-temps, quoi? 500 avant Jésus-Christ, normalement, ils auraient dû laisser des traces, quelque chose qui est palpable, qui a fait preuve que ce qu'ils ont créé a persisté, a resté, quoi. Et bon, on s'avère, donc, l'idéal, c'est d'aller décortiquer la Grèce antique. Qu'est-ce que c'est un grec? J'ai trouvé, par exemple, Albert Ruffard, dans La superstition à travers les âges, disait, dans son ouvrage qui s'appelle La superstition à travers les âges, à Cranon, c'est une contrée en Grèce, partant de sécheresse, on promenait une amphore sur un chariot pour inciter la pluie à tomber.
Les célèbres philosophes conseillaient par exemple, si en rêvant on avait vu des étoiles, il fallait tourner en rond. Si c'était la lune, de courir en long. Si c'était le soleil, de courir tout en long qu'en rond. J'en ai encore quelques-uns là-dessus. Ça, ce sont des choses qu'on ne va pas nous révéler, quoi. Albert Bonnard disait dans la civilisation grecque, et ça c'est très important au niveau de la physique et de la mécanique, l'esclavage ne se contentait pas de rendre inutile l'invention des moyens mécaniques de production, l'esclavage avait tendance à freiner les recherches scientifiques qui auraient permis la création des machines. C'est dire qu'il fait obstacle au développement même de la science. Elle s'est enfermée dans les spéculations théoriques et le résultat, pour ce qui est du progrès, restait le même. Les inventions mécaniques ne se développèrent donc jamais en Grèce parce qu'on disposait d'esclaves. Faute d'être stimulés par la nécessité de rechercher et de développer les moyens mécaniques de production que l'esclavage remplaçait, la science grecque n'est jamais née. Pourquoi faire de la mécanique? Pourquoi faire de la recherche de la physique ou des mathématiques pour essayer d'améliorer le confort de l'homme s'il y avait les esclaves qui étaient là pour y parvenir, quoi. Donc il y a un petit... Oui, donc on n'avait pas besoin de lancer, on va dire, de projet industriel, etc. ou de mécanique. Ouais. Absolument pas, quoi. Donc on a encore des cas, hein, Jean Hirsch qui déclare aussi dans son ouvrage Le Moyen-Âge une imposture, mais j'aimerais bien juste entrer dans ce phénomène de science. On parle beaucoup de médecine, dans mon domaine, on parlait de la médecine. Quand on parle de médecine, on parle d'Hippocrate, de Galien. Donc j'aimerais bien parler juste le cas de la médecine en Grèce. D'ailleurs, serment d'Hippocrate qui est toujours juré. Serment d'Hippocrate qui n'est en réalité pas le serment d'Hippocrate, c'est le serment d'Avicenne, de Ibn Sina, quoi. Et bon, on pourra encore en parler. Jean-Marie Gardeia souligne, en parlant de la médecine, les Grecs étaient profondément superstitieux et innombrables sont les superstitions relatives à la santé et à la maladie. Innombrables les dévotions et les pratiques chassant la maladie grâce à une intervention surnaturelle. Donc en fait, c'était quoi? C'est de la magie en fait qui faisait un peu, c'est plus exactement. Ce qu'on appellerait de la magie aujourd'hui. Tout à fait. Le chamanisme, le sorcier en Afrique, le chamanisme en Asie, en Amérique du Sud, les prêtres qui font des incantations au nom de Jésus, etc., qui est un héritage grec. Tout ça n'a rien en relation avec la médecine d'un point de vue scientifique, qui est l'observation, l'analyse et la reproduction à l'infini d'un fait scientifique. Je te cite encore un autre. Dumesnil écrit dans l'Histoire illustre de la médecine, l'Olympe regorge de divinités guérisseuses. Igéa, c'est-à-dire Igi, est la déesse de la santé. Péon, le médecin des dieux. Diane Artémis, déesse des vierges, invoquée pour guérir les enfants. La déesse Eilitis Héra, confondue chez les Romains avec Junon et Géry, déesse de l'accouchement des femmes et des enfants. Ajoutons encore la déesse Aphrodite pour la sexualité et enfin Asclépios ou Esculape qui incarne la médecine. Donc ça en plus ce sont des auteurs français, c'est ça qui ont fait des recherches approfondies sur la médecine grecque pour en connaître les racines exactement. Je peux encore, si on a un peu plus de temps... vas-y, t'en as encore pas mal, c'est ce que je vois. C'est pour te montrer que bon, ce que j'affirme n'est pas quelque chose que je suis seul à le dire. Oui, voilà. Albert Ruffin explique, à Épidore, Esculape guérissait par des songes divins. En médecine pour les Grecs, d'une façon générale, la croyance voulait que chaque signe zodiacal menaçât la partie du corps qu'il gouvernait. Il existait des jours indifférents et des jours critiques dans le cours des maladies à cause de ces influences planétaires. Ils attachaient d'ailleurs une importance considérable au chiffre 7. Les Grecs nommaient Séléniaque, donc Séléné la lune, pour tous ceux qui étaient atteints de maladies mentales ou nerveuses. Les éolites avaient des pouvoirs surnaturels et donc capables de soigner les maladies. L'influence des astres, donc des dieux, sur les pierres devait être codifiée par les lapidaires grecs. Donc là, quand on regarde un peu des images ou des fresques du Moyen-Âge, on trouve toujours le roi avec une couronne et des émeraudes. Oui. C'est en relation avec
avec ceci. Donc les pierres qu'ils mettaient pour guérir, au cas pour empêcher certains troubles psychiatriques ou des talismans en fait. Donc en fait, d'accord, oui, on est C'est vraiment des dans le talismans. domaine chamanique, un peu magique. Encore une ou deux. oui. Donc, Boyance, un autre historien, le culte des muses chez les philosophes grecs, les orphistes, c'est-à-dire les adeptes de l'Orphée, dieu de la musique, comme les pythagoriciens, prétendaient par toutes sortes de conjurations et de moyens magiques guérir les maladies, asservir les dieux et la volonté du suppliant. Le médecin, versé dans les arts magiques, le prêtre purificateur et les orphiques, s'inspirant de ce modèle, exercer leur activité dans tous les domaines. D'accord. Un étudiant en médecine qui préparait sa thèse, Jean-Bernard Boulet, en 1804, dans sa thèse de docteur en médecine à la faculté de Paris, nia catégoriquement l'existence du personnage Hippocrate. Ah, pour lui, Hippocrate, c'est une légende. C'est carrément. une légende, il n'a jamais existé. C'est ça. Un dernier petit... Après, on rentre dans la médecine grecque. Qu'est-ce que la médecine grecque? La thérapie, la thérapeutique grecque. Comment les Grecs soignaient leur conception de la médecine? Thérapie, un mot grec aussi en plus. En plus, voilà, c'est ça. Donc, là, il y a une petite liste, Oui. qui va donner un peu, c'est juste 2 ou 3 petites pages, mais on ne va pas tout prendre, encore quelques-unes, qui a été ensuite mise en avant par Jean-Bernard Mousson-Lanoz, qui était un médecin, un historien, établit un inventaire de ces traditions et superstitions qui constituent la médecine grecque. La médecine grecque, c'est une tradition, c'est une superstition, il n'y a rien de scientifique. Puisque la médecine est d'origine sacrée, sa pratique devait nécessairement passer dans les temples. Le prêtre apparaissait comme l'émanation d'un dieu. Par ses fonctions, il se trouvait appelé à exercer la médecine. C'est un phénomène commun à toutes les anciennes formules religieuses. En fait, c'était plus des prêtres que des véritables médecins, c'est ça que tu es en train de nous dire. Parce que dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Perses, les Assyriens, les Mésopotamiens, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les sociétés africaines, asiatiques et sud-américaines pratiquaient exactement la même chose. La médecine était d'ordre religieuse, magique, superstitieuse et légendaire. Il n'y a rien de scientifique. Et là, je te permets de lire un petit peu, comme tu as une belle voix, certains remèdes grecs. Alors, certains remèdes grecs. Alors, on va en Tu peux prendre... en choisir quelques-uns et puis tu peux aller... Ah bah là, je vais en prendre certains polémiques. Menstrue en retard, par exemple. Appliquer une araignée contre le sexe de la patiente. Bon, j'avoue rester un peu pantois devant... Alors, on me dit par exemple fièvre. Voilà, chose classique. Hein. Placer une grenouille dans la poche du fiévreux. Tenir du lard salé entre les doigts. Ça, c'est... D'accord. Alors, la déficience mentale. Ah, ça c'est le top. C'est pas mal. On va donner la recette à certains. Alors, placer la tête d'un individu intelligent contre la tête du malade. Ah. Là, j'avoue que ça, c'est la... Et donc ça, c'est la médecine grecque. Médecine grecque. C'est-à-dire quand on avait défini que quelqu'un était déficient mentalement, le remède, c'est on lui dit, bon, bah toi, t'es un mec intelligent, tu vas aller placer ta tête... À côté de celui qui est déficient mental et... Alors là, j'en vois une qui me paraît, d'un point de vue médical, carie dentaire, appliquer une dent de mort contre la dent cariée. On provoque une double infection, j'ai envie de dire, parce que la dent du mort sur la carie, c'est toute la bouche qui s'infecte, quoi, d'un coup. Enfin. Pour une insomnie, par exemple, l'insomnie, c'est intéressant. Alors l'insomnie, voilà, un mal dont beaucoup souffrent, attacher une truie dans le lit du malade. Ça, c'est la médecine grecque. Ça, c'est la médecine grecque. Ça, c'est ce qu'on nous a toujours caché. La réalité, c'est ça. Parce que ce sont des pratiques qui étaient très d'usage courant dans l'Antiquité. Et les Grecs, je ne vois pas pourquoi, se passeraient de ce genre de pratiques alors que d'autres le faisaient exactement. Quoi. Les Égyptiens le faisaient exactement parce qu'on a trouvé dans le livre des morts certains remèdes
pour guérir certaines maladies. Parce que, mon cher Patrick, la médecine de l'époque n'était pas scientifique. C'était que de la magie et de la superstition, et rien d'autre, quoi. Si tu veux, il y en a encore quelques-uns. Ouais, il y en a encore quelques-uns, alors ils sont assez énormes. Alors, on me dit par exemple une hémorragie. Voilà, donc juste pour te dire une petite... ça, c'est la médecine grecque. Ça, c'est la En médecine. parallèle, la médecine musulmane qui est apparue à partir du 9e siècle. Et tu verras la différence. Donc il y a deux façons de traiter, une façon grecque et la façon musulmane. Quand je dis musulmane, ce sont des pères fondateurs comme Avicenne, comme Averroès, comme Rhazès, comme... Eux, ont mis au point des remèdes. Par exemple, par exemple, on peut voir une hémorragie, donc ça c'est un classique, en plus surtout qu'il y a des guerres ou quoi. Donc cautérisation au fer rouge. Donc en gros, on brûle tout, quoi. Tout à fait, voilà. Tout est brûlé. Alors que dans la médecine musulmane, tu dis ligature des vaisseaux. Ouais. Ce qui semble être plus proche de la médecine moderne. C'est-à-dire qu'une hémorragie, oui, on ligature les vaisseaux, du coup on empêche le sang de s'écouler. Tout à fait, tout à Donc fait. c'est très très moderne. Tout à fait. La cataracte, par exemple. La cataracte. Alors, cataracte, problème aux yeux. Alors, dans la médecine grecque, application de l'œil droit de la grenouille et du serpent sur l'œil infecté. Déjà, il faut se mettre une grenouille et un serpent dans l'œil. Alors que pour la médecine musulmane, on me dit résorption totale par une aiguille creuse. Tout à fait. Un des fondateurs de l'ophtalmologie, qui s'appelle Al-Mausili, a découvert, a mis au point des opérations de la cataracte par ponction à l'aiguille creuse, sous anesthésie locale, à base de hashish, donc il le faisait de par pratique courante. Oui, l'anesthésie. Anesthésie locale. Qui a été, alors ça pour le coup c'est quand même admis, c'est la médecine musulmane qui a ramené l'anesthésie. Ça, tout à fait. Et avant il n'y avait pas d'anesthésie. Non, absolument pas, c'était au fer blanc. Voilà, et puis il me semble que dans la médecine musulmane, on utilisait certains opiacés ou le hashish pour endormir. À base de gentiane et de jus, c'est ça. Alors il y en a d'autres, oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont... Il faut justement que les gens essayent d'avoir conscience de cette médecine. J'en avais une tout à l'heure qui était assez marrante, je vais les lire quand même, c'était la conjonctivite. Donc appliquer l'œil droit de la grenouille et du serpent sur l'œil infecté. C'est horrible. On a déjà les yeux complètement boursouflés, et en plus il faut que tu fous des grenouilles sur les yeux. C'est ça, quoi. Et ça, c'était ça la médecine grecque. La médecine grecque. Ça, on ne l'apprend pas sur les bancs de la faculté de médecine. Pour eux, mais qu'est-ce qu'on a... Mais les médecins, comment ils justifient ça? Parce qu'on leur apprend ça, ils le voient ça. Comment ça... On voit bien que cette médecine... Parce Patrick, il n'y a pas d'histoire de la médecine. Il n'y a pas d'histoire comparée de la médecine. Quand on fait des études, et dans tout le reste, je veux dire, quand on fait des mathématiques, de la biologie, je veux dire, de la géographie ou n'importe, on ne daigne pas voir la médecine d'un point de vue global, universel. Est-ce qu'il y a d'autres peuplades à travers la planète qui ont travaillé sur la médecine qui est un peu différente de celle-là? Mais eux, ils ont focalisé que sur la Grèce et rien d'autre. La Grèce, c'est l'européocentrisme. La Grèce est la valeur de tout, la valeur absolue de toute la science. J'arrive avec mes travaux et je fais du rétablisme. Je rétablis quelque chose qui est très qui ne peuvent pas tolérer. C'est pas possible, quoi. Donc voilà. Parce que toi, tu expliques que donc cette médecine là, ouais, tu nous montres que ça relève pas de ce que nous en fait on appelle la médecine aujourd'hui. Qui n'a strictement rien à voir, quoi. Parce que la médecine, elle a une traçabilité. Elle est apparue à une certaine période, et ensuite, bien sûr, elle s'est développée, elle a évolué jusqu'à ce qu'on trouve maintenant la médecine actuelle, comme IRM, opération à cœur ouvert. Mais c'est un progrès qui est apparu à une certaine période précise, mais qui n'a aucun lien ni aucun rapport avec la Grèce antique. On parle toujours de Galien, d'Hippocrate, il a écrit un livre, en parlant par exemple même de Platon, Platon, le Timée, l'éthique de Socrate. Le problème, qu'est-ce qu'un livre? Parce qu'on reprend, il y a un petit... tu as déjà vu l'école d'Athènes? Oui, l'école d'Athènes, où on remarque Aristote tenant l'éthique
Platon à côté de lui tenant le Timée. Un peu plus loin, Pythagore qui est en train d'écrire sur un livre. Derrière lui, il y a un personnage affublé d'un chèche qu'on peut apercevoir comme Averroès, et qui essaye de copier un peu par-dessus par-dessus l'épaule. Par-dessus le Pythagore. Voilà, tout à fait. Et un peu plus loin vers la droite, on retrouve Euclide et Archimède. Ça, c'est l'école d'Athènes, la fresque de Raffaello de Sanzio, qui se trouve au Palais du Vatican, à la Chambre des signatures. Donc le problème là, c'est une fresque, on dirait, à l'époque, c'était pas quelque chose d'anodin, c'était pour marquer la conscience des individus. Quand on remarque la fresque de Raffaello, on retrouve des livres. Aristote, Platon, Socrate, mais certains vont vous dire, mais bon, c'est symbolique et tout. Mais la conscience collective des gens, c'est un livre. Un livre est un livre. Qu'est-ce qu'un livre en réalité? Qu'est-ce qu'un livre? Qu'est-ce qu'un livre? C'est être un recueil. Un livre est la réunion de plusieurs feuilles entre elles qui donnent un livre, c'est-à-dire un codex. Donc, on appelle en latin un liber, quoi. Donc voilà, voilà la définition d'un livre. On va le prendre directement pour ne pas la définition même du Larousse. Le livre se définit comme une réunion de plusieurs feuilles de papier servant de support à un texte manuscrit ou imprimé. Donc, un livre comme défini, puisqu'on nous dit que ces livres ont été écrits par Hippocrate, par Galien, par Thalès. Ils ont écrit des ouvrages de mathématiques, de géométrie, de médecine, de chirurgie, de botanique, matériel médical de Dioscoride, etc. quoi. Sur quel support ont-ils écrit? D'après ce qu'ils nous disent, et ils nous l'imposent sur des livres. Donc le livre, d'après cette définition, on n'en a jamais trouvé un seul vestige. Il n'y a aucun livre. C'est-à-dire Mais il n'existe pas. Même d'un point de vue archéologique, quand on fait des fouilles, ils ont fouillé la Grèce, ils ont fouillé Rome, ils n'arrêtent pas de fouiller. Ils fouillent tout le temps. Jamais ils n'ont trouvé un vestige d'un quelconque livre. Imagine ce bouquin du rétablisme, je le jette dans une cave, je reviens 500 ans plus tard, je trouve, même s'il est dans un état déplorable, je trouve un peu, au moins la forme d'un livre, quoi. Je veux dire, un fragment d'un livre. Tiens, il ressemble à un livre. Fut un temps, c'était un livre. On voit que c'est un codex carré, voilà, rectangulaire, c'est un livre. Donc voilà. Aucun vestige, aucune fouille archéologique n'a jamais retrouvé. Rien du tout. Mais quoi, on a trouvé des textes quand même, non? C'est quoi ce texte? Sur quel support ont été faits ces textes? Il y a des textes qu'on trouve. Quels sont les supports d'écriture de l'époque de l'Antiquité? Tablette de bois blanchi. Tablette de bois blanchi. C'est vrai qu'on n'a pas encore au papier. Hein. Voilà. On est très loin du papier. Tablette de bois enduit de cire. Ça, oui. Le parchemin à base de potane et de bovin, d'agneau, de chèvre, etc. Des tablettes d'argile, qui est apparu un peu plus tard d'ailleurs. Sinon, plaques de bronze, plaques de pierre. Ah oui, les plaques de bronze, on en a retrouvé. Voilà, plaques de pierre. Oui. Le papyrus, papyrus, il ne pouvait pas trop le commercialiser parce que c'est une entreprise d'État. Le pharaon avait le droit monopole absolu sur le papyrus. Donc la fabrication du papyrus servait à l'administration égyptienne et à la prêtrise, c'est-à-dire tout ce qui est acte religieux. C'était ça à quoi servait le papyrus. Donc les Grecs n'avaient pas accès au papyrus. En plus, la commercialisation du papyrus était très 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 contrôlée parce qu'elle était très chère déjà pour fabriquer le papyrus. Et comme c'est un monopole d'État, donc ils ne pouvaient pas le... Et ceux qui arrivaient à en avoir, ça coûtait tellement cher qu'on ne pouvait pas écrire on ne pouvait pas s'en servir. Donc le problème, c'est que sur ce genre de support, on peut faire des estampes, on peut graver un petit peu, quoi. Mais il est impossible d'écrire un typé de 300, 400 pages actuelles. Imagine-toi un peu la quantité de pierres, si c'est ceux de la pierre, de bronze, ceux de bronze, des omoplates, voilà, tout à fait, ou de parchemin, etc. Impossible. Peut-être pour une estampe, pour une gravure, on peut. Peut-être la pierre de Rosette, on l'a retrouvée. Donc elle est au British Museum. Donc on peut trouver un petit peu de l'égyptien, un peu de grec, mais ça reste toujours très très limité, quoi. C'était un petit texte, mais il est impossible d'écrire de longs textes. On peut faire de longs textes, par exemple, sur du papyrus, qu'on essaie de mettre sur un parchemin. Sur du parchemin, peut-être. Mais
écrire le timé ou l'éthique, il est impossible d'écrire 300 pages de notre caractère à nous, quoi. Imagine-toi ce que ça Donc peut ça veut faire. dire qu'à l'époque, en fait, à cette époque donc qu'on appelle en plus l'âge d'or de la Grèce classique, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Tout à fait. Donc il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de traces. Aucune trace. On a quoi, des bribes de texte qui nous sont parvenues? C'est quoi? Comment on a attribué, par exemple, le théorème de Pythagore? On nous a dit, il y a un Tout à théorème fait. de Ça Pythagore. serait, Patrick, ça sera peut-être dans le peut-être tout à l'heure. Ah bon, ok, parce qu'il y a un cheminement, pour comme ça on comprenne bien, les gens qui ok. nous écoutent comprennent bien. D'abord, le problème, le papier est apparu quand? Ah, beaucoup plus tard, le papier, on sait, ça paraît beaucoup Le plus tard. papier apparaît pendant la bataille. Il y avait une bataille qui s'appelle la bataille de Talas. La bataille de Talas, c'est une bataille qui a opposé. Bon, c'était au Kyrgyzstan. Ouais. Kyrgyzstan, il y avait un. En Asie centrale, donc. Voilà, actuelle. l'Asie centrale. Donc, il y avait le monarque qui était converti à l'islam et qu'il demandait l'aide des musulmans parce que les Chinois arrivaient en masse pour l'obliger à payer un tribut. Donc, donc cette région donnait un tribut chaque année aux Chinois. Et comme à cette période, ils ne voulaient plus leur donner, les Chinois, par représailles, ont envoyé une armée. Il a demandé l'aide de Abu Abbas Safa, de la dynastie des Abbassides, Ouais. qui a envoyé le général Salih ibn Ziyad, c'était un grand général de l'époque de l'armée musulmane, qui est allé aider ce monarque. Il y a eu une grande bataille. Donc la bataille était conduite pendant la dynastie des Tang, en chinois, qui était ensuite commandée par le général Tao Qianchi, peut-être pas un Sud-Coréen, mais un Coréen, un général coréen Tao Qianchi, qui était à la tête de l'armée chinoise. Donc il y avait une très grande bataille. Les musulmans sont sortis vainqueurs. À la suite de cette bataille, les musulmans ont fait prisonnier des Chinois, des prisonniers chinois. Ils ont été emmenés à Damas et à Bagdad, et c'est là qu'ils ont délivré le secret du papier et de l'encre de Chine. D'accord. Voilà. Donc en 755, la création d'une manufacture de papier qui alimente l'empire musulman. Donc en 755, le papier apparaissait dans les territoires musulmans. On est loin du papier, du timé et de l'éthique, puisqu'il n'existait pas. Oui, C'est à cette période qu'est apparu le papier. Nous avons des traces historiques. Papier inventé par les Chinois, ça, il n'y a Par pas les de doute Chinois, là-dessus, tout à fait. comme langue de Chine, Tout alors elle porte encore son nom. tout à fait. Donc voilà. Donc ensuite, à cette période de 755, il y a eu un livre, la naissance du livre. Le premier livre de l'humanité réellement, qu'on peut tracer archéologiquement, historiquement, fut le Coran. Donc la naissance du livre, le premier livre, en arabe on appelle ça Kitab. Kitab, c'est le livre. D'ailleurs, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que Kitab, dans le Coran, il parle du Kitab. Il te parle, il te dit, c'est un assemblage de feuilles en forme de manuscrit. Il te donne déjà la définition, comment fabriquer le livre. Mais les Chinois, ils ont fabriqué des livres. Non, ce n'était pas des livres, c'était des parchemins. Des parchemins qu'on dépliait voilà, comme ça. Tout à fait. C'est des rouleaux, en fait. Des rouleaux. Ils ne connaissaient absolument pas le livre. Ils ne savaient pas ce que c'était, le livre. Donc, le premier livre, bon, Kitab, les Latins l'ont nommé Codex ou Liber. Liber en latin veut dire livre. Le premier livre de l'histoire, au sens étymologique du terme, fut le Coran. Donc, il se propage par ce moyen le plus rapidement. Aux quatre coins du monde, il est arrivé. Il est parti pratiquement, que ce soit en Afrique noire, en Afrique du Nord, en Asie, etc., par un moyen. Pourquoi? Parce que déjà au IXe siècle, les musulmans utilisaient l'impression xylographique, c'est-à-dire une impression, on commence à être déjà dans l'imprimerie. Au lieu que ce soit une imprimerie de type mobile comme celui de Gutenberg, c'était une imprimerie de type fixe. On gravait le texte sur du bois, qu'on passait ensuite les feuilles de papier qui étaient fabriquées, et ensuite on fabriquait le Coran. Dans ce contexte-là, le Coran était monoscript, c'est-à-dire que c'était le même Coran pour tout l'empire musulman, puisqu'il sortait de la même fabrique. Voilà. Donc, c'est le système qu'on a. Donc tu veux dire qu'on faisait comme une espèce de plaque
sur laquelle était On grave, gravé voilà, tout à fait, les du caractères texte. et on Voilà, imprimait on comme ça imprimait le chaque papier. feuille. Tout à fait, tout à fait. Et on formait le livre. D'accord, tandis que l'imprimerie Gutenberg, c'était, tu veux dire, les lettres qui Tout à fait, échangeaient, tout à fait. etc. Voilà, on Ok. appelle ça l'imprimerie mobile, quoi. D'accord. Donc ensuite, la technique du fabricant. Non seulement les Chinois, ils ont légué le secret du papier, mais ce papier n'était pas tout à fait intéressant d'un point de vue livresque. Tu vois, c'était un papier rudimentaire, pas terrible. Donc les musulmans l'ont perfectionné. Dès le milieu du 8e siècle, en 755, à Bagdad et à Damas, la pâte est coulée sur des formes et des vergures qu'on appelle un filigrane laissé sur le papier verger, c'est-à-dire le papier présentant un filigrane rectiligne, visible sur les feuilles de papier, attestant de l'emploi du châssis. Donc le papier ainsi produit était faiblement compact et raboteux. Avant de le coller et de le lisser, il est traité par un enduit, une sorte de gelée composée d'amidon de farine qui, en remplissant les pores, celui-ci rendait le papier compact et en blanchissait la surface. Puis, la feuille, ajustée sur une table, est polie à l'aide d'une pierre dure, puis collée à la colle d'amidon en imbibant la feuille dans une solution. Ça, c'était le papier fabrication type Damas au Bagdad, qui est supérieur et beaucoup plus résistant que celui du papier que les Chinois ont légué, le secret. L'encre, c'est pareil. L'encre des Chinois est un peu différent de ce que... Parce qu'entre-temps, les musulmans, quand ils avaient le papier et l'encre, ils l'ont perfectionné parce qu'ils avaient un usage beaucoup plus intense et qui demandait beaucoup plus de manipulation mécanique. L'encre est une substance fortement teintée, généralement noire. Ça, on le sait. Hein. Donc, qui sert à marquer le support, papier, texte, etc. Donc, les premières encres, tant en Chine, en Orient en général, qu'au Proche et Moyen-Orient, puis en Europe, sont toutes à base de noir de fumée. Vous voyez, tu vois les Chinois en train de faire ces calligraphies. Donc, c'est à base de noir de fumée, lié par de la gomme laque ou laquée. Okay. Donc, une grande innovation est l'encre au fer, créée par les musulmans à partir du 9e siècle, avec ces 3 ingrédients de base. Noix de Galles, sulfate de fer ou de cuivre, gomme laquée. Ces derniers l'introduisirent en Occident au 9e siècle. Ce sera la seule à permettre l'usage des plumes d'oiseaux pour l'écriture. Tandis qu'en Extrême-Orient, la tradition de l'encre noire de fumée se perpétue avec l'usage du pinceau. L'évolution majeure réside donc dans l'emploi de colle plutôt que de gomme. Donc l'encre au fer, dès qu'elle se fixe sur le papier, le temps n'a plus d'effet sur elle. Ses nuances et son éclat défient les siècles, voire les millénaires. Dans ces cas, le papier doit bien sûr lui aussi être de grande qualité. Et là, je vais te montrer juste une... Ah oui, parce que, alors juste pour expliquer, l'encre chinoise, la première encre, donc à base de charbon de bois, en fait, elle ne tient pas dans la longueur. Elle s'efface un peu, parce qu'en fait, c'est comme si c'est du charbon de bois avec lequel on écrit. Voilà, juste fixé un peu par de la laque. Et fixé par une sorte de laque. Tout à fait, exactement. Là, je vais juste me permettre de te montrer juste un petit exemple de ce que, si j'arrive à le retrouver, tu peux, voilà, je vais essayer de le retrouver. Ah, voilà. Ça, c'est le livre Al-Kanun fi Tabb de Ibn Sina, le livre fondamental de la médecine, qui a été utilisé jusqu'au XVIIIe siècle en Europe, qu'on appelle Canonis Medicinae Avicinae, qui a été traduit en latin des centaines de fois par des centaines de traducteurs. Quand on remarque, il date donc Avicenne, c'est vers le 890, entre le 9e et 10e siècle. Et cet ouvrage, il se trouve, il y a 2 ou 3. Un qui se trouve au Pentagone, aux États-Unis. Ne me demande pas qu'est-ce qu'il fait là-bas, il est là-bas. Et il date... Ah oui, on peut le montrer à l'image. Oui. Ouais, voilà. Donc le fameux livre, donc d'Avicenne. Oui, d'Avicenne. Voilà. Donc quand tu vois, tu le remarques très bien, il ne perd rien en sa consistance, au niveau de la couleur, du texte. Ah oui, c'est magnifique. Voilà. Hein, dire, oui, et il date du 9e début du 10e siècle. Et il est toujours tel qu'il est dans cet état-là. Oui, donc, voilà. Donc il n'a pas perdu de sa qualité.
parce qu'on a utilisé de l'encre à base de fer, le papier qui a été ensuite amidonné, etc. Donc il n'a plus rien à voir avec les ouvrages. Voilà, donc ça c'est pour l'encre. Hein. Bien sûr. Juste une petite Voilà. parenthèse. On me dit les feuilles et cigarettes, c'est de la gomme arabique naturelle. C'est vrai aussi. Ça a un rapport un peu parce que c'est de la gomme arabique aussi, ça qu'on utilise. Ouais. Il y a une gomme arabique que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'elle est utilisée. À ce Qui est niveau-là. utilisée. Ouais. Tout à fait. Donc, juste ensuite pour parler un petit peu parce que c'est important, parce que c'est la continuité de ce discours, c'est le fait de l'imprimerie. Par exemple, l'imprimerie en Europe, Ouais. en Europe chrétienne, Elle arrive, voilà. voilà, en 1450, 1450, voilà, l'invention de l'imprimerie à Mayence par Gutenberg. Gutenberg, le Voilà. fameux Gutenberg. Tout à fait. Et d'Alsace, vous êtes proche de Juste Gutenberg. à côté, Strasbourg, Mayence, Exactement. c'est vrai. 1500, par exemple, c'est juste pour te montrer un peu la possibilité que ce papier et cette encre a donné comme engouement à la culture et à la Renaissance en Europe. Sans les prisonniers chinois 751-755, pas de papier, pas d'encre, pas de Renaissance, pas de Gutenberg, pas de Martin Luther, pas de propagation d'idées, etc., etc. Maintenant, on revient. Donc, 1450, on commence l'imprimerie. 1500 en Europe, on parle en Allemagne seulement, hein, 200 ateliers d'imprimerie en Allemagne. Au XVe siècle, 40 000 éditions. 6 à 15 millions de livres sont imprimés. Ah, il y a une boulimie véritablement, dès le début, hein, en fait. En fait, en à peine 50 ans, en fait, ça se... Complètement. 16e siècle, 10 000 éditions pour la seule Angleterre. En Europe, il y a 150 millions de livres. 150 millions de livres pour une population européenne qui faisait moins de 80 millions. D'un passé culturel axé sur l'oralité, ça c'est en Europe, hein. 99,9% de la population européenne, Ne savait pas lire ni ils savaient écrire. ni écrire. En fait, c'était conservé, il L'Église. faut bien le dire, par les moines qui étaient... voilà, il y avait un L'Église, pouvoir dans les d'Église. scriptoriums, dans les monastères. Les c'est- riches aussi, alors Oui, tout à fait, bien Ouais, sûr, parce ouais. que bon, il y avait 3 personnages qui gouvernaient en Europe, comme dans le reste du monde, 3 entités. L'armée, la bourgeoisie ou l'aristocratie, et l'Église, ou la prêtrise, ou tout ce qui est le sacerdoce, quand tu préfères, quoi. Bon, dans un pays musulman, c'est quoi? C'est un imam, un riche et un militaire. En Europe, c'est un prêtre, un bourgeois et un prêtre, quoi. Voilà. Donc, justement, pour te faire le parallèle, hein, pourquoi justement il y a cette espèce d'engouement en Europe, donc d'un passage de l'oralité, d'un visuel, parce que, bon, par exemple, l'Église prêchait dans les églises, donc il y avait personne, quand tu commençais à déclarer des faits historiques ou des chroniques ou des décrets, c'est toujours oral, donc la population n'avait ni lire ni écrire. Alors ce passage de l'oralité, en 1500, c'est le passage à la lecture. Donc Incroyable. là aussi, il y a plus de gens qui savent lire quand même. En Tout Europe, à fait, on c'est apprend ça, à lire l'imprimerie. partout, Parce qu'au etc. départ, Gutenberg, lui, ce qu'il voulait, c'était un but lucratif. Il s'en contrefichait de la culture en Europe. Et il ne savait absolument pas de l'engouement qu'allait avoir son imprimerie. Sa méthode qui a révolutionné la mentalité et la culture européenne, quoi. Ce qu'il voulait, c'était se faire de l'argent. D'ailleurs, ils étaient 3. Il y avait lui qui était orfèvre. Donc orfèvre, ça veut dire qu'il savait graver. En fait, ça faire- avait gravé, d'accord. Tout à fait. Il y avait un autre personnage, je ne me souviens plus, mais on retrouvera dans les ouvrages pour ceux qui s'intéressent. Donc il y avait un financier donc, qui finançait ses travaux. Hein. Donc il investissait, c'était un investisseur. Et le troisième était un copiste. Copiste spécialiste de langue arabe. D'accord, les fameux moines copistes. Exactement ça. Donc, juste pour le parallèle. Donc, tout à l'heure, 16e siècle, 10 millions d'éditions, 150 millions de livres, pour une population européenne de moins de 80 millions. Au XVIe siècle, donc c'est 16e siècle. vraiment une énorme production. Complètement. En fait, L'imprimerie dans le monde musulman. En Ouais. 1515, Sélim Ier, par un décret ottoman, interdit, sous peine de mort, toute imprimerie, toute lecture d'un ouvrage imprimé, toute installation d'une imprimerie, Ouais. sous peine de mort, à quiconque, musulman ou non musulman, qui se trouve dans le territoire musulman. Mais, alors justement, excusez-moi de te couper un peu dans la démonstration, mais
C'est pas là justement qu'il y a une grande fracture entre l'islam Voilà, et l'Europe. c'est exactement ça. parce que- C'est pour ça, tout à fait, tu as entièrement raison. Et tu as bien souligné, c'est là qu'on va ensuite entamer cette, cette ruine, cette Parce que décadence. si je ne m'abuse, l'imprimerie reviendra dans le monde musulman au début du 19e siècle. Je dirais même pour certains, après la décolonisation Après française. la décolonisation, Vous pouvez imprimer. on est très très loin. Et d'ailleurs, c'est un vrai événement très déclencheur. C'est marrant parce qu'on en a parlé hier Complètement, avec tout à notre fait. invité. Et justement, je lui disais, j'étais étonné de cette... on va dire pourquoi Pourquoi, l'islam en a fait. épousé si tardivement Voilà. l'imprimerie. Mais voilà, on n'avait pas que c'était interdit en fait. Tout à fait, Et donc tout à fait. c'est encore plus grave que ce C'est que je encore pensais. plus grave, Ouais. et si on, tout à l'heure on va en parler encore de cette gravité, le phénomène de cette fracture, je dirais même pas fracture, c'est carrément une extinction, quoi. 1515, décret ottoman du sultan Selim Ier, qui est né en 1470, mort en 1520, qui instaure la peine de mort à toute personne, c'est-à-dire musulman ou autre, qui s'informerait d'une imprimerie, qui en installerait une dans les territoires musulmans ou qui en utiliserait une pour imprimer les livres. L'imprimerie sera finalement introduite qu'en 1727, exclusivement à Istanbul, par Ibrahim Mouterefika, qui est né en 1674, mort en 1745, pour y imprimer quelques misérables livres, dont un dictionnaire arabo-turc. Il faut attendre 18e siècle pour voir à peine arriver l'imprimerie. Alors qu'on est au 16e siècle, et qu'il y avait déjà 150 millions d'ouvrages européens. Voilà, oui, voilà. Donc, j'ai envie de dire, ils perdent 3 siècles quasiment. C'est énorme. C'est 3 énorme. siècles, tout le monde se lance dans l'imprimerie, dans la culture. Et un décret califal interdit à la population musulmane de lire, de s'introduire. Alors que même le principe fondamental de l'islam, c'est justement de lire et d'écrire, et s'informer, de s'instruire, la connaissance, le savoir, la science, etc. Bon, pourra en parler. On va en reparler, mais de toute façon, là, on va faire la petite pause. Bah, tu vois, on oui. est déjà... je t'avais dit que ça allait passer vite, je te l'avais dit. Mais c'est pas grave, on va continuer, on fait la petite pause, et puis on revient juste après. Oui, j'ai vu, il y a beaucoup de réactions, vous inquiétez pas. On va en parler, on s'y attendait de toute façon, un petit peu normal. Donc, on fait la petite pause, puis on revient juste après. À vous, Larry. Oui, voilà, donc de retour sur la libre antenne. On est toujours avec Nas Boutamina. On était alors plongé en pleine, je vais dire, histoire des sciences, dans laquelle donc tu nous expliques qu'à un moment donné, effectivement, il y a une chose très importante, c'est que le sultan ottoman Selim Ier interdit l'imprimerie. Alors qu'au contraire, tu nous demandes qu'en Europe, j'ai envie de dire, c'est la folie de l'imprimerie, puisque l'imprimerie arrive, il y a en très peu d'années, on voit en 50 ans des millions d'ouvrages, etc. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une boulimie productive de livres qui s'emparent de l'Europe. Et on arrive, presque, j'ai envie de dire, une situation assez incroyable, puisque de l'autre côté, côté musulman, c'est carrément le frein, on interdit, c'est puni de mort, tu nous dis. Oui, donc, de mort, tout à fait. celui qui cherche à faire une imprimerie, ou Tout même à à fait. se réinformer Tout par à une fait. imprimerie. C'est-à-dire, si on te prend en fait avec un livre imprimé, en fait, on peut te zigouiller. C'est un Tout peu à ça fait. ce que ça veut dire. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il y avait des patrouilles turques qui patrouillaient tout l'Empire, quoi. Bon, qu'on appelait les janissaires, mais on pourra en parler tout à l'heure. C'est un peu la décadence, justement, peut-être pas d'islam, mais des musulmans, quoi. Donc, juste pour revenir brièvement sur le cas Platon, par exemple. Alors, Par exemple, Platon, sur le fait de dire qu'en fait, les livres qu'on attribue à certains hypothétiques auteurs comme Platon, Aristote, Socrate, n'ont jamais existé. Nous avons démontré tout à l'heure que le support, déjà, il y a un problème au niveau du support. Au niveau archéologique, il n'y a jamais eu de vestige à ce niveau-là. Sur le papier qui n'existait pas, etc. Donc, en plus... Mais comment ils nous sont arrivés, ces textes de Platon, qui sont attribués à Platon? Tout à fait. Ces textes, justement, donc voilà, nous avons ici je ne sais pas si on peut le montrer, le Timée de Platon. Le Timée de Platon, c'était une version originale, ça? Voilà, ça c'est la version imprimée. La version imprimée. Imprimée au XVe siècle. Au XVe siècle, voilà, d'accord. tout à fait. Donc voilà. Donc on appelle le Timée. C'est un très grand ouvrage de Platon. Au XVe siècle, on est censé être plus de 1500 ans quasiment après la mort de Platon. Tout à fait, tout à fait. Donc justement, la pagination, elle est importante du livre qui a été imprimé à la Renaissance. Donc la pagination, c'est le nombre de pages des œuvres attribuées à Platon. Donc il faut rappeler, Platon, c'est 427 avant Jésus-Christ
et moins 347 avant Jésus-Christ. Oui, c'est-à-dire à 46, on est même à 2000 ans presque. Voilà, tout à fait. Donc avec un âge de 80 ans. Ce qui est un peu bizarre, ce qui me paraît moi personnellement bizarre, c'est que tous ces personnages, tous ces auteurs grecs possèdent un âge canonique. C'est 80 ans, 75, entre 75 et 80 à 90 ans. Bon, quand on voit l'espérance de vie de l'époque de l'Antiquité qui était au maximum de 35 ans, bon, ça paraît un petit peu bizarre, quoi. Mais disons, il y a une question fondamentale qui se pose à propos de les ouvrages de Platon, par exemple. Sur quel support Platon a-t-il écrit ses œuvres? Parce qu'il n'y a pas que le Timée, il y a encore d'autres. On va en parler tout à l'heure. Donc, sur quel support Platon a-t-il rédigé ses œuvres? Première question. Deuxième question, où sont ses œuvres? C'est-à-dire ceux du IVe siècle. Pas celui du 15e ou du 16e, du 4e siècle. Et une autre question encore plus fondamentale, l'archéologie a-t-elle déterré ou révélé un quelconque vestige ou indice qui laisse à présumer un quelconque écrit de Platon? La question est posée, aucune réponse de l'archéologie. On n'a jamais retrouvé, donc là tu me dis, on n'a jamais retrouvé un vestige. Donc il n'existe pas en fait de texte original de Platon. Absolument on n'a que ces versions à partir du 15e siècle tout à fait. qui nous ont imprimé et qu'on nous dit c'est du Platon. Voilà, c'est du Platon. Donc voilà. Donc les œuvres de Platon, il y a toute une flopée. Hein. Par exemple, bon, j'ai pris ici la collection Belles Lettres, qui a beaucoup rédigé les œuvres helléniques ou celles de Platon, Socrate, etc., mais surtout Platon. Donc, par exemple, dans une impression actuelle par exemple, de Hippias majeur ou Aramide, bon, elle fait 284 pages. Celui du Timée, par exemple, on va le retrouver, le Timée, il doit être là. Bon, disons la République, le livre 1 à 3, il fait 233 pages. La République, livre 4, 7, 233 pages. La République, livre 8 à 10, 248. Paméride, 260 pages. La politique de Platon, 184 pages. Ensuite, le Sophiste, 217 pages. J'ai calculé toutes les œuvres attribuées à Platon. On arrive à une pagination de 1700 pages pour une taille du livre qui fait 10,5 x 17. C'est ça, quoi. Voilà. Sur quel support a-t-il écrit 1500? Nous, on parle de 1500 pages, nos pages actuelles, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait dû en retrouver au moins un, au moins, enfin, même si on ne les retrouve pas toutes, au moins, mais on aurait retrouvé au moins. Déjà ça. Deuxièmement, quantité incroyable. Là, on parle de 1700 pages, nos textes actuels. À l'époque, sur quel support aurait-il pu écrire? Ce ne sera peut-être pas du 1700 pages. Si on pouvait le mettre sur un support comme le cuivre, ou le parchemin, ou la tablette en gypse, c'est impossible. C'est des containers, c'est des camions énormes qu'on devrait remplir pour voilà. Donc, il y a un problème quelque part, quoi. Voilà. Donc, bon, maintenant, ce je voudrais bien aborder, c'est le fait de cette histoire réelle de l'apparition des sciences et des techniques. Et à l'époque, au XIe siècle, il y a la naissance de la politique de la contre-culture. Mon cher Patrick, à un moment de l'apparition de l'islam, 7e siècle, 8e siècle, colonisation, conquête du monde espagnol, 805, Abdelrahman II, donc conquérir l'Espagne. De l'autre côté, pareil, toutes les provinces si durement acquises à l'époque romaine par l'Église tombent entre les mains des musulmans. Donc l'Église se trouve en face d'un ennemi qu'il faut absolument abattre. L'islam est à abattre. Ça, c'est la priorité. Je ne parle pas des croisades 1090, Urbain II, qui commençait à fomenter des troupes pour essayer d'aller combattre en Palestine. Mais ici, j'aimerais bien te lire un texte qui est vraiment la naissance même de cette haine viscérale de l'Église, du christianisme vis-à-vis de l'islam. L'abbé de Cluny. Ah, un personnage très important. Très important. Parce que c'est l'homme qui a traduit l'essentiel des ouvrages du latin à l'arabe, enfin de l'arabe au latin. D'ailleurs, il semble, alors tu vas nous confirmer juste en préambule,
que le mot traduction vient à la base, quand on appelait faire une traduction, c'était traduire de l'arabe au latin. Et ensuite, c'est un terme qu'on a étendu à toutes les traductions, Tout à mais fait. qu'on a inventé à l'occasion de Que l'abbé de pour ça, Cluny, de hein, la prise de voilà, Tolède, tout à pour fait. retranscrire les Tout à manuscrits. fait. C'est bien, C'est c'est exact. exactement ça, Ok. exactement ça. Ouais, Donc, donc là, je vais juste lire une petite. Bon, c'est un petit texte, mais qui en dit long sur cette naissance de cette politique de, de, se de reprendre cette culture qui est d'origine islamique, de la traduire en latin et d'en user. Donc c'est une politique de contre-culture. Donc l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, donc il est né en 1092, mort en 1156, déclare, c'est lui qui parle, hein, qu'on donne à l'erreur mahométane le nom honteux d'hérésie ou celui infâme de paganisme. Il faut agir contre elle, c'est-à-dire écrire. Mais les latins, et surtout les modernes, l'antique culture périssant, suivant le mot des Juifs qui admiraient jadis les apôtres polyglottes, ne savent pas d'autre langue que celle de leur pays natal. Aussi n'ont-ils pu ni reconnaître l'énormité de cette erreur, ni lui barrer la route. C'est-à-dire, pas de l'islam. Hein. il parle de l'islam. Voilà. Ouais. Aussi, mon cœur s'est enflammé et un feu m'a brûlé dans ma méditation. Je me suis indigné de voir les latins ignorer la cause d'une telle perdition et leur ignorance leur ôter le pouvoir d'y résister. Car personne ne répondait, car personne ne savait. Je suis donc allé trouver, en 1242 en Espagne, des spécialistes de la langue arabe qui a permis à ce poison mortel d'infester plus de la moitié du globe. Je les ai persuadés, à force de prières et d'argent, de traduire d'arabe en latin l'histoire et la doctrine de ce malheureux et sa loi même qu'on appelle Coran. Et pour que la fidélité de la traduction soit entière et qu'aucune erreur ne vienne fausser la plénitude de notre compréhension aux traducteurs chrétiens, j'en ai adjoint un sarrasin. Voici les noms des chrétiens. Robert de Chester, Hermann le Dalmate, Pierre de Tolède. Le sarrasin s'appelait Mahomet. Cette équipe, après avoir fouillé à fond les bibliothèques de ce peuple barbare, en a tiré un gros livre qu'ils ont publié pour les lecteurs latins. Ce travail a été fait l'année où je suis allé en Espagne et où j'ai eu une entrevue avec le seigneur Alphonse, empereur victorieux des Espagnes, c'est-à-dire en l'année du Seigneur 1141. La politique de traduction systématique des œuvres musulmanes commençait à cette période. Pourquoi cette période? Parce que le Tolède, qui était une ville islamique, est tombée entre les mains dans la Reconquista venue espagnole, du Nord. tout à fait. Et donc, à l'intérieur de cette ville, une librairie contenant des dizaines de milliers d'ouvrages de scientifiques musulmans. Et donc là, c'est là que l'abbé Cluny, alors historiquement, et justement, et voilà, il le dit lui-même, il fait venir des traducteurs, tout ils à fait, c'est traduisent ça. les ouvrages. Tout à fait. J'en ai sorti quelques dans l'ouvrage, donc les connaissances comprendre la Renaissance. Voilà. Ouais. J'ai décortiqué, j'ai fait de la recherche et j'ai trouvé à peu près les plus célèbres traducteurs de savants. D'ailleurs, il faut juste que je fasse une petite précision, c'est que il y avait deux pôles, deux centres intellectuels mondiaux. Au niveau intellectuel, il n'y avait que deux. Il n'y avait pas 40, il n'y avait que deux. Bagdad, qui était dominé par les Perses, et Grenade, avec Cordoue, Séville, voilà, tout à fait. Andalouse. Voilà, dominé par les berbéros andalous. Ces deux peuples ont créé la civilisation de l'islam classique, qu'on appelle la civilisation qui était née dans cette période qu'on appelle la période des Abbassides. Des Abbassides, surtout qui se faisaient concurrence, faut bien le dire, puisqu'il y a une scission et donc il y avait une concurrence de rayonnement entre Bagdad et Cordoue, Séville, chacun voulait attirer les meilleurs lettrés, etc. Tout à fait. Donc, la chrétienté, surtout le Vatican, dont Pierre le Vénérable, a délégué des traducteurs, dont les plus célèbres, bon, j'en cité juste quelques-uns, les plus célèbres, donc tu as Ionis Sérapion, 9e siècle, Gerbert d'Aurillac, Constantin l'Africain, 11e siècle. Le plus célèbre d'entre eux est Gérard de Crémone, ou Crémonensis, 1114.
Michel Pélos, Petrus Alfonsi, Adélard de Barthes, Stéphanus Ancios, Stéphanus de Saragosse, Jazi Jadei, Richard Anglici, William Scott qui vient d'Écosse, etc., etc. Donc 150, j'ai réussi à trouver 150 traducteurs qui allaient du Xe siècle jusqu'au XVe, XVIe siècle. 150 traducteurs, je dis bien célèbres. Je ne parle pas de ceux qui étaient de seconde main et je ne parle surtout pas des prêtres, des milliers de prêtres anonymes qui copiaient inlassablement et dans tous les monastères, les abbayes qui se trouvaient dans toute la chrétienté. Quand je dis toute la chrétienté, c'est l'Espagne, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., etc. Donc des centaines de traducteurs qui ont traduit la plupart des ouvrages berbéro, andalous et perses. Donc c'est un travail faramineux dont on retrouve actuellement la plupart qu'on appelle des incunables, c'est-à-dire écrits même de la main même des auteurs, qu'on retrouve toujours au Vatican. Dans les sous-sols du Vatican, ça c'est donc encore les originaux, oui. Tu veux dire les originaux, ils sont là-bas, ils sont tout à fait, ils sont vraiment... Donc on a conservé, oui, les originaux, parce que la légende veut que... on nous expliquait que les livres, une fois traduits, étaient brûlés. Non, jamais. Ils ont quand même. Là, il n'est pas folle la guêpe, on a quand même gardé l'original et on l'a mis à l'abri. Tout à fait. Ce qui a permis, ces originaux ont permis à des pseudo-savants européens, occidentaux, de plagier ces travaux. Et là, on va rentrer dans un phénomène dans la suite de notre débat sur le plagiat et la tautologie des ouvrages des savants berbéro, andalou et perse. Et c'est faramineux. Donc, et ça a enclenché. Donc, il y a cette période qu'on appelle la véritable période où je dirais les grandes dates réelles de l'histoire des sciences, par rapport à tout à l'heure qui étaient les grandes dates selon l'histoire officielle européenne. Donc, c'est vrai qu'il y a une période qui va de la préhistoire jusqu'au moins 100, qu'on retrouve à cette période la Grèce. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette période? C'est les mythologies, les légendes, les superstitions et la magie. Donc l'obscurantisme. Rien de scientifique, aucune science n'est jamais apparue à cette période-là. Même pas les mathématiques? Même pas les mathématiques. C'est vrai que ça paraît un peu... parce qu'on nous a expliqué les mathématiques, voilà, les théorèmes, j'invente pas, Thalès, Pythagore, etc. Et j'en passe. Tout à fait. Donc ces personnages que tu viens de citer ont été créés par les humanistes pendant la Renaissance. Donc, période européenne, c'est quoi? C'est de l'Antiquité jusqu'au bas et au Moyen-Âge. Donc surtout avant l'arrivée de l'islam. Mythologie, superstition, légende, partagée comme toutes les autres cultures, comme toutes les autres sociétés. Je ne vois pas de différence entre celle des Grecs et celle de la Perse ou celle de l'Égypte ou de la Phénicie. Voilà, c'est la mythologie, voilà, la superstition, donc l'occultisme, voilà, donc c'est ça le trait de caractère de ces sociétés. L'islam, 7e siècle, le 8e siècle apparaît, la naissance des sciences. Pourquoi? Parce que il y a comme je disais tout à l'heure, donc les religions basaient leur pouvoir sur quoi? Sur l'ignorance des gens, sur l'obscurantisme. Ils contrôlaient les gens comme ça, que ce soit les prêtres grecs ou les prêtres africains ou les chamans. Oui, on sait qu'ils utilisaient de subterfuges dans les temples, voilà, etc. Donc, voilà, tout à fait, voilà. L'Église, tout à fait, se faire respecter. Tout à fait. Et l'Église a toujours utilisé aussi le même système, faire peur à ses ouailles, parce que c'est la sorcellerie, voilà. Nous, la création de l'Inquisition n'a pas été créée pour rien dans cette période. Donc, et là où est née la démonologie, l'angiologie, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est le satanisme, Lucifer, Belzébuth, tout ça pour essayer de maintenir la population dans l'abrutissement, l'ignorance et la peur, surtout la terreur. La terreur, une fois qu'on a mis la terreur dans l'esprit des gens, on la contrôle. Voilà. Donc, toutes ces religions
était la base fondamentale de l'homme avant l'arrivée de l'islam. L'islam, c'est pour ça que la plupart des gens ne connaissent pas l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Bon, c'est une religion comme tous les autres. Non, c'est pas une religion comme tous les autres, c'est un mode de vie. Donc, pour évincer toutes les autres religions, il fallait qu'il y ait une autre religion qui est capable de détruire d'autres religions. Au niveau mental, au niveau psychique, c'est quoi? Une religion beaucoup plus puissante que les autres. Ouais. Tout à fait. Et ce n'est pas une idéologie ou une philosophie qui va détruire la mythologie grecque. Ça, c'est impossible, quoi. Donc, dans cette période, l'islam est arrivé à détruire. À la place de la peur, de l'ignorance et de la terreur, elle a mis au point la connaissance, le savoir, l'alphabétisme, etc., etc. Donc, c'est une religion qui demande aux personnes qu'à étudier, qu'à connaître. Donc, on va apparaître à partir justement de ce 8e siècle, tous les grands mathématiciens, je peux t'en citer quelques-uns, tu dois les connaître, Al-Khwarizmi, Jabir al-Riel, Abu Kamil, etc., etc. On le dit que c'est lui qui a inventé l'algèbre. Tout à fait, donc l'algorithme. On pourra tout à l'heure parler de comment les sciences sont apparues à cette période. Comment et pourquoi. Mais avant tout, je vais te donner quelques petites définitions de l'histoire officielle de la Renaissance. Donc la Renaissance se définit comme un mouvement littéraire, artistique et scientifique qui eut lieu en Europe au XVe, XVIe siècle, qui était fondé sur l'imitation de l'Antiquité grecque. Nous avons vu tout à l'heure que l'Antiquité grecque, il n'y a rien d'Antiquité grecque, parce que si vraiment ils ont imité l'Antiquité grecque, ce serait la mythologie, les superstitions, les légendes, etc. Donc, voilà. Par contre, la véritable définition de la Renaissance, c'est comme un mouvement littéraire, artistique et scientifique qui eut lieu en Europe, certes, au XVe ou XVIe siècle, et qui était fondé sur l'imitation de la civilisation de l'islam classique, ou civilisation perso-berbéro-andalou. On trouvera toutes les preuves, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, dans l'ouvrage cité ci-dessus. Bon, l'humanisme, tu penses à quoi quand tu penses à l'humanisme? Quelqu'un d'humaniste? Alors l'humaniste, je sais pas, c'est une notion qui arrive plus tard en Europe, Rousseau, je sais pas. Un humaniste, c'est quelqu'un d'extraordinaire, de gentil, de très humain. Voilà, pense à l'humain. Non, en fait, l'humaniste, c'est un AOA, quoi. Un AOA, bon, c'est un arriviste, opportuniste et affairiste. C'est un chasseur de primes, c'est un mercenaire qui met sa plume au plus offrant, au seigneur, à l'aristocrate, à l'église. La plupart sont des séculiers qui mangent dans des deux râteliers, quoi. Ils sont séculiers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêtres, qu'ils n'appartiennent pas à une paroisse, donc ils ne sont pas sous les ordres, comme les franciscains, les dominicains, etc. Mais ils sont civils tout en mangeant aussi dans le côté protection au niveau de l'église, quoi. Bon, les réguliers, ce sont des prêtres qui, bon, eux, voilà, ils sont dans une église et puis ils vivent en communauté. Eux, non. Voilà. Donc, ce sont ces humanistes qui ont créé la Renaissance. Parmi eux, je t'en citer quelques idéologues et artisans de la Renaissance. Maxime Planude, XIIe siècle, en 1260-310, théologien et philosophe et philologue byzantin. Thomas Magister, Démétrios Triclinios, Poggio Braccioni, comme de Médicis, qui est un grand mécène. C'est lui qui a créé cette Renaissance, en fait, en finançant toute cette masse d'intellectuels. Oui, des artistes, etc. Jean Argyropoulos, Georges Gemistos, Angelo Ambrogini, Marcille Ficin, Francesco Pétrarque, Didier Erasme de Rotterdam, Nicolas Krebs, Léonard de Vinci, on retrouve le tant qu'humaniste. Ça confirme que c'est quand même vers l'Italie que ça. Complètement, que tout à fait. Florence, Gênes, etc. Tout à fait. Voilà, ouais. Nicolas Machiavel, le plus connu, Jean-Pic de la Mirandole, Thomas More, François Rabelais, Michel de Montaigne, Ambroise Paré, Galileo, Thomas Hobbes, René Descartes, et on peut même aller jusqu'au siècle des Lumières, avec Spinoza, François. Voilà. Ce sont ces humanistes-là qui ont inventé les savants grecs. Ils les ont inventés.
de toute Tu dis ni pièce. plus ni moins que c'est une invention. C'est une C'est-à-dire qu'ils n'ont invention pas de toute existé. pièce. Alors c'est vrai que tu nous as démontré qu'il était fort difficile à l'époque, en tout cas, de pouvoir produire des textes. Donc ça voudrait dire que pour être clair, tu remets en cause la crédibilité des ouvrages qui nous sont présentés comme étant écrits par ces savants grecs. C'est-à-dire, entre autres, Platon, quand Tout même. à fait. Mais tu pourrais dire la même chose à Aristote, etc. Tout à fait. J'irais même dire que René Descartes, Ambroise Paré, Newton, etc., quoi. Donc, bon, ça va encore plus loin. C'est-à-dire, si on a le temps tout à l'heure, je te montre des preuves irréfutables des travaux qui ont été faits au niveau de l'optique, qu'on retrouve bizarrement les mêmes chez René Descartes, hein, qu'on symbolise comme l'esprit cartésien extraordinaire et tout. Bon, c'est un grand plagiaire, hein, comme pas mal d'autres, quoi. Donc, juste pour te dire, en fait, la naissance de ces sciences. Donc, on sait qu'ils ne sont pas nés pendant cette période grecque, mais c'est dans une période bien précise. Donc, la science, et là, c'est un paradoxe que je vais te dire, la science découle d'une religion ou croyance. Pour un chrétien, il est impossible, vu l'historique de l'Église et de l'attitude de l'Église vis-à-vis de la connaissance et du savoir, que la religion puisse créer ou produire la science. C'est antinomique, ça ne va pas. C'est pour ça qu'on dit toujours, oui, bon, il faut séparer la religion de la science. Ouais, ouais. Donc ça ne va pas. Pourtant, il y a une religion qui a créé la science. Donc, comme je disais tout à l'heure, il fallait se débarrasser à une certaine période. Toute la planète était gérée d'un point de vue intellectuel et mental, par la mythologie, la superstition et les légendes. Donc, il fallait une religion aussi puissante. C'est pas n'importe quoi, c'est véritablement une conviction qui était aussi puissante que celle de la mythologie, de la superstition, qui puisse se débarrasser de cette mentalité. Dire que, par exemple, que l'univers est géré par des lois physiques. Ça ne rentre pas dans la mentalité d'un grec ou d'un perse ou d'un égyptien, puisqu'ils étaient mythologistes. Ils ne pouvaient pas, parce que bon, lui, Zeus, Terra, Apollon, Hermès, Neptune, donc, ou Amon-Ra, ou Osiris ou Isis, donc, eux, ils gèrent l'univers. Donc voilà, dans son mental, il est impossible qu'on puisse créer quelque chose que l'univers soit géré par des lois. C'est pas possible, ça rentre pas dans leur tête, quoi. Mais justement, donc, et c'est là où je rentre dans un monde que celui du Coran, quoi. Parce que le Coran, personne ne sait en réalité, quoi. On aura peut-être le temps tout à l'heure, on pourra parler justement en rapport avec le décret ottoman, sur cette décadence de l'islam. Mais dans le Coran, il y a 6236 versets, quoi. Donc, le Coran n'est pas un manuel de physique, hein. Ça, il faut bien le préciser. C'est pas un manuel de physique, c'est pas un manuel de mathématiques ni de biologie, mais c'est un outil réflexif. C'est un outil qui permet de réfléchir sur les erreurs, en réalité sur l'univers qui nous entoure. D'ailleurs, dans le Coran, maint verset stipule, encourage, je dirais presque oblige l'homme à chercher à comprendre, la réflexion. Donc, de ce fait, je dis et je redis que la science est le garde-fou du Coran. Et le Coran est le garde-fou de la science. Pourquoi? Parce que la science évite aux musulmans, ceux qui se disent adeptes du Coran, de tomber dans le zèle et le fanatisme. Et le Coran empêche la science de tomber dans les dérives que l'on connaît actuellement. C'est-à-dire tout ce qui est les organismes génétiquement modifiés, tout ce qui est en attrait avec l'écologie, qui est tout ce qui est avec la faune, la flore. Pourquoi? Parce que coraniquement, la nature, l'univers, surtout la nature, quand je dis nature, c'est la flore et la faune, est un dépôt qui a été prêté à l'homme. C'est un dépôt. Il a la responsabilité. D'où le fait, l'écologie, c'est quelque chose de fondamental dans l'islam. Je veux dire, il n'y a pas de gaspillage, pas de destruction, respect absolu, etc. etc. Donc, on appelle ça une amena. Amena, c'est un dépôt que Dieu te prête pour tu peux l'utiliser. Et ce dépôt, grâce à l'intelligence humaine, il est vil de se prosterner devant les éléments.
Pour Dieu, c'est quelque chose, c'est un affront. Comment tu peux, toi, en tant qu'humain, qui est au niveau pratique, je dirais, au niveau de l'univers, on est pratiquement au top, au niveau de la création, comment tu puisses te prosterner devant le feu, la pierre, la pluie, le tonnerre, alors que tu es là pour la contrôler. Et grâce à ton intelligence, tu peux contrôler la matière, les éléments, les univers. C'est pour ça que cette science, elle est née. Donc, le garde-fou, la définition d'un garde-fou, c'est quoi? C'est ce qui entrave ou qui empêche de verser dans l'erreur, dans la fausseté, dans le mensonge, l'imposture, la mystification et l'illusion. Maintenant, une petite question. Pourquoi Mohamed Al-Khwarizmi, en 800-847, a inventé les mathématiques? Voilà. Les mathématiques ne sont pas nées. Voilà. Tu sais très bien qu'une science, une mathématique physique ou chimie, est née que par rapport à une utilité pratique. À quoi servent les mathématiques si on ne l'utilise pas pour un but pratique qui sert au confort de l'homme? Et là, je reviens à une petite parenthèse sur les Grecs. Admettons qu'ils ont fait les mathématiques. Ont-ils amélioré la vie grecque ou celle de l'Antiquité, des peuples autour? Jamais. On n'a jamais parlé. Par contre, Al-Khwarizmi, quand il a inventé les mathématiques, il ne s'est pas dit, tiens, maintenant, voilà, mardi, je me lève, tiens, qu'est-ce que je vais faire de beau actuellement? Je ne sais pas, on va recréer les mathématiques ou l'algèbre. Non, il ne s'est pas dit ça. Ayant réglé le problème divin, la verticalité entre lui et Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est rituel, etc., parce que c'est un croyant, un théologien. N'oublie pas qu'à l'époque du 8e jusqu'au 14e, c'est-à-dire l'époque de la civilisation de l'islam classique, la théologie, c'était le baccalauréat, quoi. C'est-à-dire que, bon, pour faire des études supérieures, il faut que tu aies ce bac. Donc, le baccalauréat vient du mot arabe, biqalaya, ça veut dire avec assiduité. Bon, c'est encore une petite parenthèse que je t'ai dit, quoi. Donc, la théologie, c'est quelque chose de banal, quoi, de classique pour faire des grandes études. Donc, ayant réglé le problème de la verticalité avec le divin, il se dit, quel est mon rôle dans cet univers? Que puis-je apporter pour l'humanité? Parce qu'un musulman qui ne vit pas, qui vit en dehors de la société humaine, n'a aucune utilité. Tu peux faire ta prière du matin au soir, Dieu, il s'en fiche de ta prière. Du moment que tu es dans le contexte humain, tu restes au service de l'humanité. Donc, il s'est dit, que vais-je faire pour le service de l'humanité? Il y a certains qui, intellectuellement, la chose la plus majestueuse, la plus noble, c'est un travail intellectuel qui va servir l'humanité. Est-ce que Al-Khwarizmi a servi l'humanité? Bien sûr que oui. Sans lui, il n'y aurait pas de maths. Sans maths, il n'y aura rien. On ne sera pas en train de discuter. Pas de voiture, pas d'avion, pas de micro, pas de médecine, il n'y a strictement rien. Voilà. Et comment il a eu cette idée? C'est parce qu'il était profondément religieux. D'où le phénomène que je disais tout à l'heure, c'est la théologie qui crée les sciences. Pour un esprit européen ou chrétien, c'est impensable. D'où cette antinomie entre la science et la religion. Chez nous, dans l'islam, c'est le Coran. Le Coran, c'est la science. Il n'y a pas de... C'est intimement lié. Comme je disais tout à l'heure, c'est un garde-fou. Et justement, le fait, c'est que... quelle est la religion qui te dit « crée la science pour me surveiller » Ça n'existe pas. La chrétienté... dans aucun texte chrétien, aucun texte juif, aucun texte bouddhiste ou hindouiste ou shinto ou tout ce que tu veux, ne te dit crée quelque chose de rationnel pour essayer de découvrir que je suis irrationnel. Donc Al-Khwarizmi a créé les mathématiques pour pour des faits pratiques. Par exemple, calculer les horaires de la prière. Voilà. Comment on va calculer ça? Mathématiquement. Avant, on ne pouvait pas. Calculer la direction de la Qibla, c'est-à-dire la direction de la Mecque. Calculer, par exemple, au niveau de la loi testamentaire islamique, il faut que tu calcules le testament que tu vas donner aux enfants. Donc, les lois testamentaires. Arpentage des terres. Cartographier l'environnement. La cartographie géographique. Transactions commerciales, l'échec, etc., etc. Donc, c'est un point de vue pratique. C'est jamais quelque chose de philosophique. Tu vois, enfin, les mathématiques, on va philosopher sur l'algèbre. Non, c'est quelque chose de très, très, très pratique, de très, très... qu'il faut qu'il serve à l'humanité. D'où ce service de l'humanité. Voilà.
Moi, je vais juste te sortir quelques petits versets coraniques rendant hommage à la science. Parce que personne ne fait allusion au Coran. Parce que je te disais tout à l'heure, en aparté, je t'ai dit que personne ne connaît le Coran, quoi. La plupart des gens qui disent ouais, je suis un spécialiste, je suis un islamologue, un orientaliste. Je dirais entre guillemets, comme disaient les jeunes des banlieues, ce sont des tocards, ces gens-là. Voilà, donc personne ne connaît, la plupart des gens ne connaissent pas Dieu, ne savent même pas ce que c'est que l'islam, encore moins le Coran. Les versets qui, par exemple, te donnent hommage à la science. Et ceci, on le trouve dans aucun texte qui soit biblique, de la Torah ou dans le Rig Veda, etc. Jamais. Par exemple, des éloges aux scientifiques. Tels sont les exposés que nous citons aux gens. Cependant, seuls les savants, les scientifiques, les comprennent. Verset 29-43. Et parmi ces signes, c'est-à-dire les lois scientifiques, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes, c'est-à-dire les langues, et de vos couleurs. Il y a cela des preuves pour les savants, les scientifiques. Toujours les scientifiques. Quand ils parlent de savants, ils ne parlent pas de théologiens. Ils parlent des scientifiques qui font des sciences expérimentales. Sciences expérimentales, ça n'a rien à voir avec les théologies. Un autre verset, il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants, c'est-à-dire les scientifiques, craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Ça, c'est juste l'éloge aux savants. Par exemple, comment Al-Biruni, Al-Batani, Nasruddin Al-Tusi ont créé la mécanique céleste, l'astronomie. C'est sur réflexion, ça. Je dis tout à l'heure, c'était des gens qui étaient versés dans la théologie. Ils maîtrisaient le Coran par cœur. Donc, maîtrise du Coran par cœur, Coran, outil réflexif, débarrassé de la mythologie et de superstition des légendes, qu'est-ce qu'il y a? Ça donne automatiquement des résultats. Alors, Al-Biruni, Al-Batani, Al-Tusi lit le Coran et trouve ces versets. Et c'est lui qui crée la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun vogue dans une orbite. Là, tu as de la matière à travailler au niveau de la physique et de l'astronomie. Et le soleil court vers une zone, l'espace, qui lui est assignée. Telle est la détermination du Tout-Puissant. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie, c'est-à-dire très très sombre. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Et chacun vogue dans une orbite. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. Et là, le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Est-ce que ça ne donne pas matière à réfléchir sur l'astronomie? Des pistes, comme tu dis. Des pistes, exactement. On est loin de Zeus assis sur son nuage dans le mont Olympe à lancer des éclairs. Tu vois le phénomène? Par exemple, Omar ibn Haytham, c'est le fondateur de l'optique, qu'on appelle en latin, parce que ce qui est marrant, c'est qu'ils vouent une haine viscérale vis-à-vis de l'islam musulman, mais ils se sont quand même hâtés à latiniser ces savants. Ils étaient obligés. Al-Hazen, Al-Hazen, c'est Al-Hazen, hein. Al-Khwarizmi, algorithme, bizarre, quoi. Hein. Voilà, donc, ouais, tout à fait, quoi. Donc, par exemple, la réflexion sur l'optique. Et en fait, cette réflexion, ce verset, on le trouve dans les mémoires de Al-Hazen, quand il écrit son bouquin Kitab al-Manazir sur l'optique, on retrouve comment il a été influencé, quoi. Et il a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Là, on en a l'optique, avec la réflexion et la réflexion de la lumière. Un autre, réflexion sur la chimie, Jabir ibn Hayyan, Al-Kimia. Et il parle de la balance dans son traité, Sandouk al-Hikma, le coffre de la sagesse. Jabir ibn Hayyan parle justement. Donc, il parle de l'infiniment petit de la matière, de l'atome, etc. Et il trouve encore toujours matière à réflexion dans des versets coraniques.